Bonjour à tous. Donc, très heureux d'inaugurer la session des ateliers avec vous, en commençant par une table ronde de 4 RSSI, pour des RSSI, sur un sujet, un challenge, je dirais même, qui nous a tous rassemblés. Donc Guillaume Poupard a parlé aimablement de Secnum Cloud et des deux prestataires déjà qualifiés, donc Outscale et WooDrive. Mais là, la problématique qu'on va aborder avec vous, c'est comment, pour gérer de l'information de niveau de diffusion restreinte, bénéficier des facilités, des fluidités apportées par des services de collaboration dans le cloud, des services d'échange de fichiers sécurisés. Donc c'est un challenge. Et pour en parler, nous avons donc trois autres RSSI. Donc dans l'ordre d'affichage, j'avais Orion Ragozin, qui est le RSSI de Framatome, Christophe Locke, l'officier central de sécurité pour Dassault Aviation, et Édouard Camoin, qui est le RSSI de Outscale. Et moi-même, François-Xavier Vincent, pour WooDrive, RSSI WooDrive. Donc, je ne vais pas faire l'animateur de table ronde qui parle la moitié du temps, qui parle de lui et qui vous explique la vie. L'idée, c'est vraiment que chacun s'exprime. On n'a que 3 quarts d'heure, donc on va essayer de faire assez efficacement. Et on va essayer de réserver une 10-15 minutes à la fin pour des échanges, des questions. Alors, vous avez un micro que je vous demanderai d'utiliser pour les questions, parce qu'en fait, la séquence est enregistrée en son, m'a-t-on dit. Et donc, les questions ne seront pas entendues si vous n'utilisez pas l'engin qui est là-bas. Voilà. Donc, je vais rappeler rapidement en introduction. Ce qu'on veut faire, c'est comment pouvoir bénéficier des services du cloud pour manipuler l'information DR, et en s'appuyant sur des solutions qualifiées Secnum Cloud. Donc, on va commencer par faire un bref rappel de ce que c'est que Secnum Cloud, de la réglementation DR, et ensuite, on parlera de l'organisation qu'on a mise en place ensemble pour avancer ensemble sur ce sujet, ensemble et avec l'ANSSI. Donc, Édouard, si tu veux bien commencer par nous faire en tant qu'autre prestataire qualifié, les premiers prestataires qualifiés IaaS, nous on était les premiers SaaS. Est-ce que tu veux nous faire un rappel rapide sur ce que c'est que cet engin que Secnum Cloud? Alors, Secnum Cloud, c'est toute une aventure qui a débuté il y a maintenant quelques années avec l'ANSSI, qui a eu pour premier nom Secure Cloud, pour s'appeler finalement Secnum Cloud, avec plusieurs niveaux, un niveau avancé, un niveau... c'était quoi? C'était avancé, je ne sais plus le deuxième nom. Élémentaire et avancé, voilà. Avec 2 niveaux, puis finalement qu'un seul niveau, puisque le deuxième a disparu. Apparemment, il était trop compliqué à atteindre. C'est une qualification, c'était la volonté de l'ANSSI de pouvoir dire on qualifie des prestataires de cloud computing, que ce soit du IaaS, que ce soit du PaaS, que ce soit du SaaS, et on donne le tampon de l'État français en disant ces services-là, on les reconnaît comme des services de confiance. Le référentiel est assez simple en somme, il a été basé sur une trame de l'ISO 27002, donc il reprend globalement son essence, mais l'ANSSI s'est quand même amusé à rajouter quelques petites spécificités, puisque on va retrouver dedans un certain nombre de mesures propres à l'ANSSI. Donc on va retrouver des références à tous leurs guides, tous leurs guides d'administration, tous leurs guides d'usage des VPN, de configuration des machines, etc. On va aussi retrouver une partie conformité dans lequel en fait on va retrouver les exigences qui s'appliquent et qui sont données en fait aux clients. L'objectif du référentiel, elle est d'une de qualifier à un niveau de confiance pour l'État, mais elle est aussi de protéger le client. L'ANSSI a vraiment voulu mettre en place dans ce référentiel-là des garde-fous qui permettront à un client de choisir une solution de cloud en toute objectivité, en sachant quelle est la réglementation applicable, quelles vont être les langues qui s'appliquent, quels vont être les éléments nécessaires pour que le client soit rassuré. Voilà, donc comme tu disais, c'est vraiment un référentiel à tiroir. Mais ce qui est intéressant aussi dans le fameux chapitre 19 que tu mentionnais, c'est que ça parle des devoirs réciproques. Il n'y a pas que le fournisseur qui a des devoirs, le client, l'utilisateur lui-même doit s'engager à faire un certain nombre de choses pour utiliser de manière sécurisée le service. Exactement. Merci beaucoup. Donc, peut-être un petit rappel de la réglementation DR. Christophe, tu veux me parler peut-être déjà du besoin avant de parler de la réglementation, parce que la réglementation sera abordée par mon voisin de droite, Sarah Orion. Est-ce que vous savez tout ce que c'est que le diffusion restreinte ou pas? Vous le manipulez? Vous avez l'habitude de le manipuler? Oui, non? Beaucoup de têtes qui disent oui. Bon,
pour faire simple, le DR, si on prend un document DR, c'est une mention de protection. Et il faut faire attention à qui on le donne, il faut faire attention où on le stocke, pas le laisser traîner sur son bureau, etc., etc. Donc c'est du besoin de connaître, du besoin d'en connaître classique, sauf qu'on va appliquer en fait des mesures de protection renforcées. Au numérique, c'est exactement pareil. Donc il va falloir regarder, pour nous, moi en tant que RSSI ou CSSI, sur un document ou sur des informations diffusion restreinte, il va falloir vérifier que ces informations ne sont accessibles qu'aux personnes légitimes qui doivent les avoir. Je dois regarder que des personnes qui pourraient avoir accès à l'information ne vont pas le faire ou ne le feront pas. Voilà, je pense notamment aux administrateurs, surtout quand on parle d'un service en cloud et qui est extérieur, qui est à l'extérieur de notre société. Et je parle aussi des accès illégitimes ou étrangers, plus simplement, qui peuvent s'exprimer soit par une attaque informatique, soit par des moyens légaux non nationaux. Mais je vais faire comme Guillaume, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, ça c'est mon besoin. Et ce besoin-là, je sais le faire en fait chez moi. Et l'objectif de travail qu'on a engagé ensemble, c'était de regarder si on pouvait le faire avec un service en cloud en s'appuyant sur un service qualifié SecNumCloud qui nous apporte cette garantie. Si tu veux détailler un peu la réglementation. Alors, oui, parce qu'en effet, pour manipuler l'information DR, il faut homologuer un système et donc être conforme à la réglementation. C'est ça, en effet, que Corion peut nous expliquer. Donc, alors cette conformité finalement à la réglementation, et juste pour apporter certaines précisions par rapport au DR, c'est introduit au niveau de l'IJ 1300. Et par contre, en termes de système d'information, la conformité pour le traitement de ces informations est déclinée ou explicitée au niveau de l'II 901, qui donne les exigences de sécurité à respecter afin de pouvoir traiter ces informations. Peut-être autre élément important que je vais ressouligner, c'est bien une mention de protection, et ce n'est pas une mention de classification. Et qui, quelque part, nous indique que ce n'est pas soumis à la protection pénale du secret de la défense. Donc ça, c'est quand même un élément important à considérer. Bien sûr, en cas de divulgation, il y a toujours les engagements de la personne, ou que ce soit moral ou physique, qui aurait divulgué ou qui n'a pas fait le nécessaire pour permettre le traitement adéquat de l'information. Bien sûr, sera sanctionné, mais c'est principalement des sanctions disciplinaires. Alors, comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'un système peut opérer ou plutôt traiter des informations de niveau DR? Donc, ça se passe au travers du processus d'homologation. Moi, je pense que pas mal d'entre vous manipulent déjà de la donnée DR, donc éventuellement aussi des données classifiées. Donc, la notion d'homologation, vous le connaissez bien. Donc, c'est le fait d'accepter finalement par une autorité qui a la délégation de pouvoir en termes de gestion des risques, les risques résiduels au niveau du système d'information. Donc l'homologation finalement elle est fondée sur une analyse des risques, un dossier d'homologation qui complète et qui fournit l'ensemble des informations permettant à l'autorité d'homologation qui finalement va prononcer cette homologation du système, les éléments nécessaires pour pouvoir accepter le risque résiduel et pouvoir confirmer qu'effectivement ils sont où on a atteint le niveau requis pour traiter ce type ou ce niveau d'information. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Et donc justement pour adresser ensemble ce challenge, comme on dit en bon français, du cloud et de la diffusion restreinte. Il y a ce groupe de travail qui s'est monté avec donc des utilisateurs potentiels et des représentants de fournisseurs. Donc déjà, Édouard, en tant que représentant de fournisseur, c'est quoi l'intérêt pour nous de travailler à cette réflexion sur la gestion de la diffusion restreinte dans un service cloud? C'est une question qui est compliquée parce que ça nous prend du temps quand même. Ça nous prend énormément de temps. Cette discussion.
L'objectif, il était à un moment donné de pouvoir se dire, enfin quand on a créé Outscale, l'un des objectifs, il était de dire, en France, on n'a pas d'opérateur de cloud computing et les données, elles partent chez nos amis américains. C'était un problème et c'est pour ça que Outscale est né en 2012 et dans notre ADN initial, il était vraiment question comment on va faire pour fournir un service de cloud. Alors au départ pour les entreprises qui avaient besoin de cloud et puis finalement la question elle s'est étendue en se disant la problématique elle est aussi pour l'État français. L'État français elle va avoir des besoins, avoir des besoins de cloud, que ce soit les OIV, que ce soit les ministères, que ce soit les entreprises parapubliques, que ce soit les gens qui font de la donnée de santé. Elles vont avoir besoin d'infrastructures cloud. Et elles vont avoir besoin de pouvoir poser de la donnée en ayant un certain nombre de garanties. Donc, dans notre ADN, on a pivoté notre métier original en disant on va adresser que les entreprises et puis on va essayer de construire des plateformes qui pourraient répondre aussi à des besoins un peu plus sectoriels qui seraient de la défense, qui seraient de l'État pur et dur. Le problème, c'est qu'il fallait arriver avec un certain nombre de garanties. L'ISO 27001 en apportait un certain nombre, mais ce n'était pas suffisant. Et puis, il y avait ce référentiel donc, qui, à l'époque, s'appelait Secure Cloud, qui pouvait apporter un certain nombre de garanties et qui avait pour objectif d'apporter ce côté patte blanche. Donc, on s'est dit, on va avancer là-dessus pour pouvoir fournir cette plateforme de cloud et pouvoir dire, on va fournir un service qui va permettre à des acteurs français de pouvoir stocker leurs données tout en respectant une législation, tout en étant capable de pouvoir garantir qu'elle reste en France, que les administrateurs sont français et qu'on puisse mettre des données qui sont assez sensibles en toute confiance sur le territoire. Et donc justement, là c'est aussi les raisons pour lesquelles GoodDrive, qui leader européen de la donnée sensible, est allé vers le Sectum Cloud. Mais l'EDR, pourquoi participer à ces travaux justement sur l'EDR Parce qu'aujourd'hui, c'est la première. Aujourd'hui, quand on commence à discuter avec des acteurs qui travaillent avec de la donnée sensible, le premier besoin, en fait, il est au niveau du diffusion restreinte. Il y a d'autres besoins après qui vont arriver. On parlait de l'IJ1300. Il va y avoir probablement un jour des besoins pour du confidentiel ou du secret défense. Je ne pense pas que le cloud puisse y répondre dans un premier lieu. Mais le diffusion restreinte, c'est un cadre qui pourrait répondre et sur lequel on pourrait apporter une plus-value aux entreprises qui en ont besoin. Sachant que malheureusement la PSSI de l'État n'a pas été écrite dans un monde propre aux nouvelles technologies. Et donc il y a aussi, et c'était tout l'intérêt de ce groupe de travail-là, de pouvoir dire comment on fait pour un peu dépoussiérer ce document et essayer d'y apporter des réponses qui permettraient de répondre à des besoins un peu plus compliqués et notamment de pouvoir héberger du diffusion restreinte. Tout à fait, et ça va aussi dans la direction qu'expliquait Guillaume Poupard sur la souveraineté. J'ai bien aimé ce qu'il disait, que c'est rester maître de son destin. C'est pas être contre d'autres, mais c'est peut-être en alternative pour justement les données sensibles et pouvoir justement appliquer la réglementation européenne ou française lorsque c'est important pour nous. Donc on a fait ce groupe de travail avec on a identifié 3 cas d'usage principaux que je vais tenter de vous projeter. Ça marche. Voilà. Donc, je vais laisser Christophe et Orion parler des 3 cas d'usage principaux identifiés par le groupe de travail, avec l'illustration peut-être des besoins liés à l'architecture ou l'organisation spécifique de chacune de leurs entreprises et de la communauté des entreprises à laquelle ils participent. Tout à fait. Alors, Dassault Aviation, vous savez que Dassault Aviation fait des Rafales, vous le savez tous, un bel avion militaire, voilà. On entend parler des fois un petit peu dans la presse. On fait aussi des avions civils. On est une entreprise duale. C'est les mêmes ingénieurs qui font les avions militaires et les avions civils. On n'a pas à droite les avions civils et à gauche les avions militaires. Non, c'est exactement les mêmes ingénieurs, c'est les mêmes bureaux d'études, c'est les mêmes usines de fabrication, etc. etc. Donc finalement, dans notre système intranet, on a des informations militaires, la plupart du temps diffusion restreinte. Et on a des données qui sont moins sensibles, où on travaille beaucoup en partenariat avec des partenaires étrangers sur la partie aviation civile. Comme on a un système d'information qui est dual, on est quasiment obligé de protéger tout au niveau maximum. Je ne parle pas du classifié de défense, je parle au niveau du diffusion restreinte. Donc le besoin en diffusion restreinte, il est à peu près sur tout ce qu'on peut trouver dans notre système d'information qui est actuellement très très on-premise, et quand le très c'est 95% en fait du système d'information est actuellement on-premise.
Donc, qu'est-ce qu'on va chercher en fait dans des services comme ça? Nous, le besoin diffusion restreinte, il est à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on se pose la question de diffusion restreinte. Donc, on est très intéressé par cette proposition qui est une proposition de valeur. Et après, si on regarde les 3 types de as de service, le IaaS, le PaaS et le SaaS, on va chercher dans le IaaS l'extensibilité, potentiellement des gains en termes de coûts, administration, voilà, mais surtout l'élasticité. En PaaS, pour l'instant, on n'a pas trop de fournisseurs qui fait du PaaS. On va parler peut-être des annonces, mais je ne sais pas ce qu'il y aura dans l'offre Secnum Cloud du futur dans le nord de la France. Et puis après, il y a le SaaS, on va chercher des services. Donc si les services, si on a des services qui nous intéressent, on va y aller. Si on n'a pas de services qui nous intéressent, on ne va pas y aller. Voilà. Potentiellement, quand on est en fait sur du collaboratif, il y a des services qui nous intéressent. Mais c'est une extension de notre intranet. En gros, on va tirer un tuyau VPN avec le service, on va arriver chez une bulle chez eux et on va s'assurer à travers leur qualification qu'ils font correctement les choses. Donc c'est un peu le premier cas d'usage qui a été identifié par le groupe de travail. Ça, oui. Voilà, où c'est je rajoute à mon SI homologué, je rajoute un service qualifié Secnum Cloud. C'est ça. Et je maintiens ou je complète cette homologation. C'est ça. Orion, dans ton cas? Alors, côté Framatome, on n'a pas le même niveau de contraintes, je dirais. C'est plutôt drivé par les projets. C'est-à-dire qu'on a des projets, notamment, par exemple, avec le CEA, qui nous demande effectivement de traiter les informations liées au projet au niveau diffusion restreinte. Et donc, de ce fait, donc, on a finalement deux types de configurations. Donc, la première configuration qu'évoquait Christophe, où c'est une extension, finalement, on gère le projet, puis ensuite on livre un livrable, on va dire, au client. Et puis, un autre mode qui est un peu plus collaboratif. C'est une interaction, finalement, entre deux entités, qu'on peut considérer, entre guillemets, de confiance, au sein d'un même environnement pour partager de l'information et faire du collaboratif. Donc, on va dire que ça, c'est les deux principaux, on va dire, cas d'usage côté Framatome. Alors, la difficulté qui se pose, et pourquoi Framatome aussi a pris part à ce GT, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse simple et facile dans le cadre de nos contrats. Et parfois, on nous demande de la rapidité d'exécution, de mettre à disposition rapidement un environnement projet, etc. Et quand on voit parfois le fait de créer un environnement DR, etc., on cherchait aussi une solution agile pour pouvoir donner à nos métiers cette capacité, afin de pouvoir donner à nos métiers cette capacité de pouvoir rapidement mettre en place un environnement. Donc, aussi bien dans le cas de figure numéro 1, mais aussi d'être en capacité d'échanger avec finalement les différentes parties prenantes pour pouvoir partager, collaborer au sein d'un même projet. Merci beaucoup. Donc justement, on a ce groupe de travail qui est piloté par les RSSI avec un certain nombre d'industries qui participent. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais pour illustrer, il y a quand même à peu près tout le monde de l'énergie. Tu as parlé du CEA, donc EDF, Orano. On a la défense, on a bien sûr Dassault Aviation, également on a MBDA, on a Ariane, on a Nexter, j'en oublie, on a également la Poste qui participe, donc les services financiers sont aussi intéressés. Donc apparemment, tous les gens sont vaguement OIV, disons, et d'autres ne participent pas mais sont intéressés. Tous ces gens-là ont un intérêt quand même assez marqué et participent. Ce n'est pas un engagement de leur part après d'acheter des solutions Secnum Cloud chez nous ou ailleurs et de faire du DR avec. Mais il y a clairement un intérêt marqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ce groupe de travail, il y a également des représentants des ministères des Armées et de l'ANSSI qui sont participants actifs et qui justement sont là pour s'assurer qu'on reste à peu près quand même dans le droit chemin et que ce qu'on fait n'est pas du délire, mais permet concrètement d'avancer sur des homologations. Donc, il y a quand même un consensus qui se dégage. Les travaux sont loin d'être terminés, mais on a fait des comparaisons, donc on doit pouvoir parler entre les différentes réglementations et exigences. Mais il y a quand même un consensus sur ce qui est faisable ou pas faisable. Je ne sais pas si Orion, tu veux nous dire un mot à ce sujet. Alors, effectivement,
les analyses, on va dire, qui ont été menées par le groupe de travail, on va dire, ont permis de voir qu'il y avait quand même une convergence assez forte entre Secnum Cloud et notamment l'II 901. Alors, tout n'est pas forcément couvert par, on va dire, le côté Secnum Cloud. Il y a aussi un travail à faire côté client sur certains aspects, pardon. Mais ce qui a d'ailleurs été identifié comme étant certains écarts dans les analyses. Donc il y a à peu près une dizaine d'écarts avec deux points majeurs qui ont été identifiés. Mais là, donc il y a effectivement 10 écarts avec deux importants. Le premier, voilà, c'est l'article 14 de l'I901 qui va traiter de la, comme disait Édouard, ces référentiels ont été créés à un moment où on n'était pas complètement tout sur Internet, pas dans le cloud, etc. etc. Et donc, dans ces référentiels, au moins dans l'I901, il y a une très très grande préférence pour un réseau dit de classe 1, voilà, et donc quelque chose qui est assez fortement, pas isolé, mais filtré par rapport à Internet. Voilà, ça ne va pas bien avec le cloud, quand je dis ça comme ça, voilà. Et la deuxième, dans l'article 14, ils disent quand vous n'êtes pas dans ce cas-là, il faut que les communications soient chiffrées avec un produit qualifié. Donc, un produit qualifié, quand on regarde dans le catalogue de l'ANSSI, le VPN SNSL, c'est fini, et donc on est sur du VPN IPsec ou du produit qualifié spécialement pour ça, du chiffrement spécifique pour ça. Voilà. Donc, le premier écart, c'est ça. Donc, il va falloir inventer, dans les cas d'usage qui sont au-dessus, un mode opératoire pour faire entrer, pour respecter cette exigence. Ne pas respecter cette exigence, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, on pourra faire un petit peu toutes les analyses de risque, on est quand même assez loin de la réglementation. Et c'est pour ça que ça ne pose pas de problème dans le cas d'usage numéro 1, parce que c'est une extension du SI, il suffit de tirer un tuyau. Quand on est le cas d'usage numéro 2, on travaille en communauté et on imagine qu'on est capable de créer en fait une communauté, un réseau qui est de niveau EDR, et on va pouvoir s'échanger, et on introduit à l'intérieur un opérateur Secnum Cloud. Voilà. Le cas 3, c'est le cas le plus compliqué, on est sur l'Internet, voilà, donc on est à la limite entre de l'agrément produit, de l'agrément de service. Donc premier écart, l'article 14 avec le VPN et les notions de réseau de classe 1. Le deuxième écart, c'est les exigences d'habilitation. Voilà, l'I901 dit voilà, vos administrateurs doivent être habilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire habilité ? Ça veut dire tout et n'importe quoi. Dans le milieu de la défense, alors je pense que c'est aussi un petit peu pareil nucléaire avec le CEA. Une bonne pratique, c'est d'habiliter les gens de confidentiel défense, parce qu'au moins il y a un screening, un vrai screening, et alors c'est pas une garantie absolue, mais c'est quand même une bonne pratique. Et on a, nous, tendance, clients, à imposer ça aux opérateurs de Secnum Cloud, alors que c'est pas du tout leur tasse de thé, pour faire simple. Voilà, potentiellement, c'est des sociétés qui ne sont même pas habilitées personne morale confidentielle défense. Donc il y a un effort à faire de ce côté-là. Mais je pense qu'on trouvera un moyen d'entente avec l'administration pour que ça se développe, parce que c'est quand même pas la mort de faire une habilitation confidentielle défense. Alors je ne sais pas si on pose les questions tout de suite ou... Bon, on peut, oui. Enfin, j'ai complété, à condition en plus que l'administration accepte cette habilitation confidentielle défense. Que si demande le pourquoi, vous ne manipulez pas d'informations confidentielles défense, pourquoi voudriez-vous que nous habilitions vos personnels ? Oui, alors, donc après, il faudrait vraiment qu'on arrive à monter un dossier commun pour ça. Sans vouloir tout dévoiler, les textes actuellement sont en train d'évoluer. D'accord. On peut imaginer que... Ouais. Donc s'il y a une réaction urgente tout de suite, on la fait maintenant. Après, on continuera, mais il faut que ce soit interactif. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre le micro, parce que Covid. Normalement, il faut... Ah là, tu es obligé de le nettoyer et tout. Non, Attends, faut que personne ne le touche. C'est pas de problème. Est-ce que on ne pourrait pas penser au contrôle élémentaire, ce qui éviterait de devoir... habiliter la personne morale, et en faisant un simple contrat sensible, on arrive à screener les administrateurs. Alors, c'est malheureusement pas du même niveau entre un contrôle élémentaire et une habilitation confidentielle défense. Le travail en fait de screening en fait de la personne n'est vraiment pas du même niveau. Voilà, effectivement, en plus
plus, nous, on travaille en fait sur des zones où toute personne doit logiquement avoir une habilitation, pas une habilitation, pardon, un contrôle élémentaire. On demande quelque chose de plus pour nos administrateurs à nous. Voilà, et c'est quelque chose qu'on aura tendance à pousser. En effet, ça peut être une piste à regarder, ou moins en transition, pour Oui. renforcer la confiance. C'est toujours une question de confiance. Comment est-ce à qu'on fait. peut élever la confiance? Est-ce qu'il faut être maximaliste? Est-ce qu'on peut trouver... Et puis, en plus, ça dépend. On va parler un peu d'homologation. Comme en effet, c'est pas cadré autant que du confidentiel défense ou autre, l'homologation est un peu à la main de l'entité qui homologue, et en fonction de son appétence au risque. Donc certains vont demander en effet absolument une habilitation CD, d'autres peut-être seront moins exigeants. Donc C'est des choses, c'est effectivement des choses qui font partie du processus d'homologation. Voilà. Et un processus d'homologation n'est pas automatique. C'est pas parce qu'il y a SecNumCloud et puis il y a les deux garanties à côté. À un moment, il va falloir discuter, il va falloir comprendre comment ils fonctionnent, etc., etc. Et donc c'est là où on peut avoir la confiance. Quoi, tout à fait. Et donc, en fait, c'est une prise de risque. Une homologation, c'est j'accepte le risque résiduel. Mais bon, pardon, une question. Donc en fait, c'est pour revenir sur l'aspect de l'habilitation du personnel, alors soit administrateur, soit même qui fait du support. Enfin, moi, j'ai retenu qu'il y a un état d'esprit général, on retrouve dans les annexes de sécurité. C'est dès qu'une personne accède à un système de niveau DR, mais qu'a priori elle n'a rien à voir avec le projet, elle a besoin d'avoir un niveau entre guillemets de confiance, un cran au-dessus. Donc elle a besoin d'être CD. Et là on le trouve dans les annexes de sécurité. Le sujet pour un prestataire, c'est que le ticket d'entrée, il est lourd. Habiliter sa société, aller suivre des formations, avoir des officiers de sécurité, c'est quand même pas neutre. Et puis, mais c'est pas pour rien non plus, parce que derrière, il y a la sensibilisation du personnel, on lui explique ce qu'il encourt, etc. Donc, cet aspect de confiance, c'est vrai que c'est pas évident de l'obtenir. Alors, je pourrais faire le parallèle avec le privé. Quand on donne les clés du système d'information à quelqu'un, pourquoi on lui donne? C'est quand même un peu qu'on a confiance. Oui, donc, tout à fait. d'une façon ou d'une autre, on a établi la confiance d'une certaine façon. Mais c'est vrai que l'État, avec ses moyens d'enquête, et d'enquête légitime, alors qu'une entreprise privée ne peut pas les Il n'a faire, pas le droit de le faire. eh ben, il est capable de voir plus de choses que l'entreprise Tout privée. à fait. C'est exactement ça, oui. Donc voilà, et ça, c'est sûr qu'on pourra. Bon, c'est un état de fait, et c'est vrai que Oui, non, il y a... ça fera partie des risques résiduels quand on prend cette information complète. Tout à fait. Si je reviens au truc, le troisième écart, alors c'est pas un écart, mais c'est une petite alerte. En fait, dès qu'on va se retrouver dans un opérateur de cloud, on a beaucoup de questions en fait sur le système d'administration, comme chez nous, en fait, comme dans notre système d'information. Et on se dit que si l'information est alors stockée ou en clair, ou en tous les cas qu'un administrateur peut accéder à l'information en clair, à travers en fait son système d'administration, il faut que l'opérateur homologue son système d'administration au niveau DR lui-même. Voilà, donc on a trois trucs dans les écarts. Donc c'était le résultat du dernier groupe de travail il y a un mois. On est sur deux écarts de réglementation et un troisième écart qui est dit ça c'est aussi une bonne pratique de le faire. Après les autres écarts, ça se traite largement. Et le reste, c'est des écarts qui sont globalement techniques et où on trouvera des solutions. Mais ces trois écarts-là sont les plus difficiles. Après, on tend quand même vers un consensus sur la partie homologation où l'ANSSI serait d'accord, ou en tout cas, on a commencé à en discuter et où on est en train de se poser la question de se dire on pourrait homologuer donc l'opérateur de cloud, ou en tout cas le SI de l'opérateur de cloud DR. Mais il faut encore que leurs grandes instances soient d'accord avec ça. Tout à fait, mais c'était en effet une recommandation qui nous a un peu surpris au début, mais qui finalement fait sens. Qui est un peu surprise. Voilà, que le fournisseur s'auto-homologue son service. Parce que comme ça, il y a un dossier d'homologation, il y a une analyse de risque sur lequel peut s'appuyer le client pour compléter son analyse de risque. Alors après, évidemment, ce sera encore mieux si l'ANSSI se porte tiers de confiance dans cette homologation, donc il participe à la commission d'homologation ou qui au moins revoit le dossier d'homologation. Ça sera une autre étape peut-être souhaitable. Mais en tout cas, en effet, si on fait l'effort d'homologuer nos systèmes d'information, ou du moins une instance, parce que ça doit être séparé en plus du SecNumCloud de base, le SecNumCloud DR, ça va être une autre instance. Si on arrive à l'homologuer, pas juste parce que c'est facile de signer un papier, mais il faut qu'on puisse justifier le pourquoi on a décidé de signer le papier, engager la responsabilité et la crédibilité de notre entreprise, ça fait quand même des éléments sur lesquels peut s'appuyer
le client, mais un petit peu d'ailleurs comme ce qui se passe à l'OTAN. Entre deux systèmes OTAN, chacun a sa demi-passerelle et il regarde le dossier d'homologation de l'autre pour voir si on peut s'interconnecter. Voilà. C'est un peu le même principe, même si ce n'est pas tout à fait le même cas d'usage. Donc voilà, juste pour dire que nous, chez ODrive, on s'est engagé dans cette direction-là. On est en train de mettre en place un cloud de démo sur lequel on rajoute les éléments qu'on a identifiés. C'est-à-dire qu'on va mettre du VPN qualifié, on va mettre des éléments techniques en plus. L'habilitation, l'homologation du personnel, l'habilitation, pardon, à voir. Mais bon, ça fait partie en effet du risque résiduel à accepter. Qu'est-ce qu'on met en alternative comme screening pour garantir la confiance dans l'administrateur. Voilà. Et puis donc, on espère pouvoir homologuer notre système et dire voilà, venez voir, on a un démonstrateur, qu'on a mis en place les recommandations identifiées par le groupe de travail, et puis donc bâtir ensemble la confiance vers un vrai service diffusion restreinte. Et je sens qu'une question va venir. Quand on a un système de cloud, c'est en général mutualisé. Et donc à partir de là, on a une infrastructure mutualisée et on a N clients, DR entre guillemets, qui se connectent là-dessus. En fait, c'est chaque client qui va homologuer son côté DR. Donc toutes les stations qui vont se connecter, voire les serveurs qui s'interconnecteront. Si un client il a une exigence DR un peu plus faible qu'un autre, on peut se retrouver dans une situation où un client devient une menace pour l'ensemble du système de cloud. Je ne sais pas si c'est tout à fait. Alors, d'ailleurs, normalement, on fait bien notre travail et on fait en sorte justement que ce soit réellement cloisonné et que il y ait une co-responsabilité, c'est-à-dire que le client est responsable de son SI, mais nous, opérateurs de cloud, on est garant, et c'est aussi une des garanties que Sectum Cloud veut apporter, que le cloisonnement est fait correctement et qu'il n'y ait pas de débordement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient exposer son SI par une faiblesse quelconque, que ça expose pas tout le monde. Mais c'est vrai que c'était une des questions quand même de l'ANSSI, puisque ce degré de mutualisation, c'est pas quelque chose qui est souhaitable normalement dans l'II 900. Donc, la façon la plus simple d'y répondre, c'est ce qu'on fait actuellement dans nos clouds Sectum Cloud, c'est une infra dédiée au client. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Après, les réflexions de mutualisation, ça rajoute des complications. Mais c'est aussi un des buts du groupe de travail d'avancer ensemble sur des critères d'homologation pour éviter justement de se retrouver avec des... je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, Christophe, sur éviter de se retrouver avec des appétences au risque complètement disparates qui fait qu'après, on aura beaucoup de mal à s'interconnecter. Donc effectivement, sur les cas d'usage sont encore affichés en haut. Donc les cas d'usage sur le 1, comment s'appelle, un système très isolé des autres, etc., est complètement envisageable. Ça a beaucoup moins de sens dans un système, dans le cas d'usage numéro 2, parce que quoi qu'il arrive par nature, on va partager entre plusieurs clients ou plusieurs partenaires le même service. Okay. Quand on est là-dessus, tout de même, à un moment ou à un autre, il va falloir. Moi, je travaille avec mon partenaire d'à côté. On va se partager des données, et donc à un moment, contractuellement, il va falloir s'engager sur un niveau de sécurité. Et c'est à partir de ce moment-là, alors c'est contractuel, alors il y a du contractuel parce que tout le monde, s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de confiance. Voilà, il faut au moins l'écrire, il faut aller un petit peu plus loin pour arriver à ce niveau de confiance, pour qu'effectivement tous les partenaires soient au même niveau minimum, voilà, le consensus sur un niveau de sécurité. Et effectivement, il faut se partager en fait ces principes de sécurité, ces homologations DR. Alors, l'avis d'homologation DR, c'est très simple. Après, il faut se partager entre principes de sécurité. Et c'est là où le réseau des RSSI a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que typiquement, alors c'est pas généralisable, typiquement dans le milieu de la défense, on se connaît à peu près tous. Le Rafale, hein, il y a quatre sociétés derrière. Hein. Il y a Dassault Aviation, il y a Safran, il y a Thales et il y a MBDA. Voilà, il y en a un dans la salle, il y en a deux dans la salle avec moi. Voilà, on se connaît très bien et effectivement, on partage en fait notre niveau de risque. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Après, au niveau des opérateurs de cloud, il ne faut pas être complètement naïf non plus. Il faut mettre aussi des dispositifs qui permettent qu'en cas en fait, d'intrusion sur un des systèmes partenaires, voilà, qu'il y ait des mécanismes de défense, de détection, de défense, etc. Voilà, voilà. Mais c'est quand même un petit peu moins risqué dans un réseau entre guillemets privé que full patate sur Internet, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, comme on le dit que le groupe de travail, comme l'a rappelé aussi l'an dernier Guillaume Poupard, la qualification,
je ne résiste pas quand même au plaisir d'avoir cette citation, c'est que les garanties apportées par une qualif Secnum Cloud, c'est un gage important dans la voie d'une homologation. Ce n'est pas suffisant parce que la qualification ne va pas qualifier les PC chez des clients, ni le réseau auquel ils vont se connecter. Mais c'est une brique de confiance importante qui permet justement de faciliter cette analyse de risque qu'on discute dans le groupe de travail. Voilà. Pour aller un tout petit peu plus loin que ta question, on s'est posé la question aussi dans le groupe de travail, et justement pour voir un petit peu la réaction de l'ANSSI. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de prestataires qualifiés Secnum Cloud. Okay. S'il y en a un ou deux ou trois qui sortent du lot et qui se disent voilà, qu'ils vont regrouper l'ensemble des OIV et des OSE. Voilà. C'est quand même une bonne cible. Voilà. Voilà. Et donc il y a un risque indéniable à concentrer en fait un ensemble d'informations, un truc important. Et ça actuellement on n'a pas encore complètement traité le sujet. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent, hein, mais voilà. On va laisser du temps. Voilà. On va d'abord faire en fait les premières étapes, et puis quand ça sera un véritable succès, juste avant on se posera la question. Et on se le souhaite tous. L'autre élément, c'est le chiffrement des données, quoi. À partir du moment où si chacun chiffre les données depuis chez lui et que ça se stocke, là, on a éliminé une bonne partie des soucis. C'est l'idéal, en effet. Mais on n'a plus ou moins la flexibilité et la fluidité qu'apporte le cloud. Donc, souvent, c'est cette balance à faire. Parce qu'évidemment, tout le monde peut chiffrer hors ligne, utiliser du Z ou de l'ACID, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus user-friendly si on fait ça plusieurs fois par jour, quoi. Et pour collaborer, ce n'est pas top non plus. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver un bon compromis qui permettra de garder, de pouvoir avoir cette collaboration, parce que c'est ça l'objectif. Hein. Si on n'arrive pas à avoir de collaboration, autant que chacun garde son petit SIDR chez soi, c'est beaucoup plus simple. Donc on a vu, là, le processus d'homologation reste à... Alors on peut répéter la question, sinon pour le micro, si vous voulez pas... Si je la fais fort, est-ce que c'est enregistré? Voilà, oui. C'est pour ça. Est-ce que dans le cadre de l'auto-homologation par le fournisseur, le fait d'intégrer un PASI, finalement un tiers de confiance qui a reçu le blanc-seing de l'ANSSI par son processus de qualification, quelque part par transitivité, ça donne finalement un apport de l'ANSSI. Donc je répète la question, est-ce que utiliser un PASI dans le process d'homologation du fournisseur par le fournisseur, est-ce que l'utilisation d'un PASI ne peut pas, en partie au moins, se pallier au fait que l'ANSSI n'est pas forcément présente dans le process? Alors, je reprendrai juste déjà qu'on a déjà des PASI dans le cadre de Secnum Cloud. Tous les audits techniques, l'analyse de code, les revues d'architecture, tests d'intrusion doivent être faits par des PASI. Donc on a déjà cette partie-là. Je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, si l'ANSSI n'a pas écrit que c'était vrai, c'est que c'est faux. C'est que ça ne peut pas marcher. Comme ça, c'est beaucoup plus... Non, en vrai, c'est souvent le cas. C'est que dans Secnum Cloud et dans beaucoup de référentiels que l'ANSSI émet, il y a une énorme part de flou et qui devient sujet à discussion quand on veut le faire. Donc, si ce n'est pas formellement écrit, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une assertion qui soit vraie. Mais on peut très bien imaginer, parce que bon, déjà à court terme, comme on se le disait, on voit que c'est possible, on va y aller. Voilà, c'est just do it, hein, juste fais-le. Mais au-delà de ça, de manière un peu plus industrialisée, on peut imaginer qu'à terme, l'ANSSI rajoute une option au référentiel Secnum Cloud, qui est d'aller contrôler les éléments complémentaires pour valider la conformité à l'II 901. Mais dans ce cas-là, on aura bien le PASI et l'auditeur agréé tamponné par l'ANSSI qui viennent regarder, pas uniquement le fournisseur qui vous joue la main sur le cœur que tout va bien se passer. Petite question. On a été bon, il nous reste encore 5 minutes. Donc, par rapport au référentiel pris en compte pour une homologation des diffusion restreinte. Autant Secnum Cloud, donc il y a un référentiel, c'est l'ISO 27002, plus des exigences propres de l'ANSSI. Si on prend un autre exemple comme l'hébergement de données de santé, c'est pareil, il y a des référentiels du même genre. Pourquoi est-ce que pour le diffusion restreinte, il n'y a pas aussi un référentiel aussi clair? Parce que le l'ISO 901, je l'ai lu, c'est très large, hein, ça ne rentre pas vraiment dans le détail. ça n'a pas été fait pour le cloud. C'est surtout que ce n'est pas un référentiel, c'est un texte de loi. C'est une liste d'exigences. Voilà, donc c'est pas suffisamment, à mon sens, dans ce que je comprends, c'est pas suffisamment précis pour déterminer précisément chacun des cas de figure à étudier pour homologuer ou pas un système d'information au niveau du besoin restreint. Est-ce qu'il y a le fait, vous parlez aussi des solutions qualifiées ainsi, en fait, les solutions qualifiées ne couvrent pas tout le spectre. Donc il y en a dans le PL par exemple, le chiffrement, mais c'est pas que ça. Donc il y a plein de zones d'ombre en fin de compte. Et est-ce que vous savez s'il y a un référentiel plus précis qui existe
ou qui seraient amenés à être publiés. Ben ça, c'est un peu Non, une des alors, ambitions du groupe de travail. sur notre Après, sur les I901, alors effectivement, c'est un casse-tête pour les RSSI parce que c'est pas écrit noir sur blanc. Voilà. D'un autre côté, des fois, on doit homologuer des choses. Et ben, on est bien content qu'on arrive à compenser un risque par un autre, etc. Et c'est tout le jeu de l'homologation. Si on arrive dans un référentiel très très strict, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, ben, en fait, il y a quand même des choses qu'on n'arrivera pas à homologuer. Hein. Voilà. Donc le principe de l'homologation, c'est contrebalancer. C'est d'un côté avoir des exigences, voilà, avec des fois il faut, des fois on devrait, voilà, avec toutes les souplesses en fait qu'il y a. Et d'un autre côté, une analyse de risque. Et après, une décision au plus haut niveau de la société, au moins le plus haut niveau cybersécurité en fait de la société, en disant OK, avec cette analyse de risque, avec ces risques résiduels, avec cet état de conformité, banco, on peut mettre des données diffusion restreinte. Voilà. Donc cette faiblesse en fait du texte de loi de l'I901 devient quand même une force dans beaucoup de cas. Voilà, quand on commence à travailler dans l'industriel, dans des réseaux industriels, dans des systèmes de simulation, etc., c'est des trucs très très compliqués parce que c'est très éloigné en fait d'un dispositif, d'une informatique de gestion en fait. Et je dirais que, et sans aller peut-être jusqu'à un texte extrêmement prescriptif, nous, ce qu'on espère, c'est quand même que la participation de l'ANSSI à notre groupe de travail vont faire qu'ils vont aussi clarifier quelque chose. Oui, tout à fait. Et adapter peut-être les textes existants au monde du cloud. Alors, je vais juste rajouter un élément, en tout cas, de réponse. Bon, je trouve ça bien que ce soit uniquement des principes. Les évolutions technologiques, elles vont tellement vite que ce n'est pas la peine non plus de contraindre à une technologie particulière qui amène leur propre risque. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de dérouler le processus d'homologation et surtout le maintien en condition d'homologation, c'est-à-dire dans le cadre du DR, par exemple, si on fait une homologation pour 3 ans, au bout de 3 ans, on fait la revue de l'analyse des risques, voir s'il ne faut pas mener des évolutions, etc. Et je trouve que c'est, comme disait Christophe, ça amène quand même une certaine souplesse d'adaptation finalement face à la menace. Parce qu'un texte qui est écrit, on va toujours s'y conformer, puis au bout d'un moment, on ne sait plus évoluer. Et donc, c'est pour ça que cette flexibilité est intéressante. Encore une question. Il est 43, on va se faire jeter à 45. Donc... c'est juste une remarque sur en fait cette réglementation information sensible de l'État, puisque c'est pour la protection des systèmes d'information sensibles de l'État. Donc, en fait, ça couvre le DR, mais d'autres choses pour l'État. Je pense que l'idée, c'est qu'avant, pas tant de gens que ça géraient la sécurité. L'avantage de cette réglementation, c'est qu'elle dit vous devez gérer la sécurité. Et déjà, ça, c'est une première étape. Ensuite, où est-ce qu'on met la barre pour les risques? On vous laisse choisir en fonction de votre contexte. C'est possible que ça évolue après, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément exactement apprécier de la même façon, mais ce n'est pas binaire, en fait. C'est juste un ensemble de principes et puis on gère au mieux. Puis bon, quand on met le DR, on rajoute la petite composante sur les administrateurs et quelques petits trucs à côté en plus, mais et surtout l'analyse de risque. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est vraiment ça le fond de l'histoire. C'est qu'on apprécie les risques et on se dit ok, quand on homologue, c'est qu'on se dit on est en production et derrière, les gens peuvent l'utiliser. Et là où on est vraiment embêté, pourtant c'est un texte de 2014, non 15, pas si vieux que ça. 2015, donc qui n'est pas si vieux que ça, mais Internet, on ne le voit quasiment pas, ou c'est Internet, il ne faut pas faire. Quoi. Voilà, et là, notre difficulté, elle est là. Quoi. Si on veut une révision du texte, c'est justement pour commencer à introduire des analyses de risque avec l'usage d'Internet, etc., qui est quand même une difficulté pour ma société, mais d'autres sociétés dans la salle aussi. Donc il est 45, on est censé arrêter. Donc s'il y a une dernière question avant qu'on vienne nous chasser. Une dernière question, c'est une ouverture sur un autre débat, c'est qu'aujourd'hui on est approché par nos métiers avec des besoins de transférer des applications en SaaS, parce que soit l'application n'existe plus dans ces nouvelles évolutions, soit les éditeurs veulent tous ce système-là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas chez vous en SaaS. Ils sont chez Amazon, ils sont chez... Donc ça, c'est pour toi. Et comment on peut faire que soit le mettre en exigence, mais vous êtes très peu nombreux,
soit que vous alliez aussi ces éditeurs pour les faire venir chez vous. Là, c'est toute la problématique de tous ces éditeurs-là qui aujourd'hui sont nés sur Amazon ou ont migré sur Amazon. Il y a un gros travail qui est fait de notre côté pour essayer de dire multiplier un peu vos fournisseurs, essayer de venir chez nous, etc. Parce qu'on va apporter une plus-value. Moi, j'ai des discussions avec des entreprises en disant voilà, on est Secnum Cloud, et ils nous disent on va travailler avec des secteurs d'État et en fait, ça nous arrange bien. Donc, il y a une réflexion qui est mise en œuvre parce que sur AWS, ça ne va pas. Mais malheureusement, c'est pas la majorité des éditeurs. Enfin, demain, je fais pas migrer Salesforce chez Outscale parce que c'est pas prévu du tout dans leur plan. Et je pense qu'on va devoir poursuivre la discussion dans le couloir parce que l'heure est terminée. Donc, Orion, Christophe, Édouard, merci beaucoup et merci à vous tous.